Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Esther Duflo, titulaire de la chaire Pauvreté et politique publique au Collège de France, prix Nobel d'économie en 2019 et auteur chez Seuil Jeunesse de 10 livres pour enfants illustrés par Cheyenne Olivier ayant pour thème la pauvreté. Bonjour Esther Duflo. Bonjour. Alors ces 10 livres pour enfants sont adaptés d'un livre que vous aviez coécrit avec Abhijit Banerjee en 2012 qui s'appelait « Repenser la pauvreté ». Pourquoi là, vous adressez spécifiquement aux enfants à partir de 5 ans ? C'est quelque chose que je voulais faire dès que Repenser la pauvreté a été terminé, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était possible qu'en particulier, les gens s'intéressaient beaucoup aux anecdotes qu'on racontait dans Repenser la pauvreté sur le terrain, et qu'il y avait un pouvoir de l'histoire pour faire passer des concepts ou des questions qui seraient autrement peut-être difficiles à faire passer. Donc j'avais l'idée que la fiction était une manière d'expliquer des choses qui sont autrement difficiles à expliquer peut-être. Mais pourquoi les enfants, à partir de 5 ans, c'est une cible ? Oui, il y a très peu d'ouvrages sur la pauvreté, en particulier la pauvreté dans le monde pour les enfants. Or, à cet âge-là, c'est un âge où on est encore ouvert, on n'est pas encore complètement submergé par les stéréotypes et les caricatures qu'on va apprendre plus tard. Donc, c'est un bon âge pour au moins pour se poser des questions, pour découvrir l'existence d'un monde qui est différent de celui dans lequel ils habitent. Et on lit avec papa et maman. On lit avec papa, maman, grand-mère, l'institutrice. À la fin de chaque livre, il y a un essai qui est destiné justement à cet adulte. Pas pour que l'adulte ensuite lise les histoires comme des romans à clé où ils expliquent tout exactement ce qui se passe, mais peut-être pour rassurer un petit peu l'adulte qui seront capables de répondre aux questions si l'enfant en a. Donc c'est large la pauvreté, vous avez choisi 10 thèmes forcément pour 10 livres, dont l'eau, la création d'entreprises, les risques environnementaux, le travail des femmes. Ça a été difficile de trouver 10 thèmes, où il y en a beaucoup plus je suppose. Non, c'était assez naturel, étant donné que c'était dans la suite de Repenser la pauvreté. Je trouve que Repenser la pauvreté a 10 chapitres. Ouais. Et peu ou prou, les 10 albums reprennent les 10 chapitres de Repenser la pauvreté, avec un petit peu plus d'attention par rapport à Repenser la pauvreté aux problèmes d'environnement et de climat, qui, dans les 10 années à venir, est bien sûr devenu plus important. Il y a, alors d'après votre livre, il y avait avant le Covid 356 millions d'enfants dans le monde qui vivent de grande pauvreté, c'est-à-dire à peu près 1,60 € par jour et par personne. Est-ce qu'après le Covid, ces chiffres se sont dégradés ? Alors, ce qu'on sait, c'est que pendant la période du Covid, la pauvreté a augmenté. Exactement dans quelle mesure, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'il y a eu une augmentation de la pauvreté assez considérable pendant le Covid. Parce que là où les économies riches lançaient le « quoi qu'il en coûte » et dépensaient peut-être près d'un quart de leur PIB dans des mesures de soutien à leur population, dans les pays pauvres, ils n'avaient pas l'argent pour le faire, personne ne leur a prêté pour le faire. Et donc, dans les pays les plus pauvres de la planète, ils ont pu dépenser que 2% de leur PIB pour soutenir leur population. Donc, le Covid s'est traduit par une augmentation de la pauvreté. Et malheureusement, dans la suite, ça a été suivi par la guerre en Ukraine qui a mené à une augmentation des prix alimentaires, puis à l'inflation dans les pays riches qui a conduit à une augmentation des taux d'intérêt, qui a conduit à des crises de dette. Il y a près de 60 pays aujourd'hui qui sont soit dans une crise de dette, soit très proches, qui forcément met des limites importantes sur ce que les pays peuvent faire, par exemple, pour soutenir leur population, pour leur programme d'éducation, pour leur programme de santé, etc. Parce que quand un pays fait face à une crise de paiement, les budgets sont extrêmement limités. Ce qui vous rend de plus en plus inquiète d'après vos interviews. Il y a une inquiétude qui est conjoncturelle et une inquiétude qui est plus structurelle. L'inquiétude conjoncturelle, c'est combien de temps ça va prendre pour sortir de ces chocs répétés, et en espérant que les gens ne soient pas plongés dans des trappes de pauvreté. Et l'inquiétude plus structurelle, c'est lié au réchauffement de la planète qui touche plus directement dans ses conséquences les personnes les plus pauvres du monde. En même temps, il y a aussi des tas de raisons d'espérer, qu'on voit dans le dynamisme, l'énergie qu'on trouve sur le terrain.
avant le Covid, dans les 30 dernières années avant le Covid, il y a eu une très forte diminution de la pauvreté dans le monde qui a été divisée par deux. Et aussi une amélioration de la qualité de vie des plus pauvres, une réduction de la mortalité infantile, maternelle, les enfants vont à l'école, etc. Et donc dans les livres pour les enfants, on veut aussi faire passer ça. C'est-à-dire c'est pas juste une question, c'est pas un livre qui est du tout misérabiliste ou déprimant. Il y a des solutions concrètes, il y a des personnages qui sont vivants, qui ont leurs défauts et leurs qualités. Et donc c'est un peu ça qu'on veut faire passer aux enfants. La solution viendrait plus du terrain que d'attendre la solution du côté des pays du Nord, notamment par exemple à travers un nouveau pacte financier mondial. Vous y croyez ? Je pense que ça pourrait être une combinaison des deux. On a vu que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, la responsabilité de cette amélioration qu'on a vue, elle est entièrement dans les pays du Sud. C'est pas du tout l'aide extérieure qui est extrêmement faible dans les pays du Nord, qui correspond à une fraction assez faible du budget des pays du Sud. Des fois, quand on est en France, les gens pensent qu'on dépense énormément d'argent pour les pays du Sud et que pour eux, essentiellement, on soutient toute leur économie. Mais en fait, c'est pas ni l'un ni l'autre ne sont prêts. La grande majorité, l'immense majorité des fonds qui sont dépensés à destination des pauvres des pays pauvres, ça vient des ressources propres des pays pauvres. Donc, moi, je m'intéresse à l'efficacité des politiques publiques, à trouver les meilleures réponses possibles aux problèmes concrets qui sont liés à la pauvreté, pas parce que c'est important pour l'aide, mais parce que c'est important pour utiliser au mieux ces ressources locales. Pour autant, vous militez pour une augmentation des taxes sur les super profits, sur les super fortunes, etc. Et ça va carrément à l'inverse de ce que demande le gouvernement français, demande le patronat français là-dessus. Pour autant, c'est-à-dire, même si les pays du Sud ont réussi à améliorer la qualité de vie de leur population sans l'aide des pays du Nord, ça n'enlèverait en fait qu'aujourd'hui, par nos comportements, on fait directement du mal aux gens des pays du Sud. Et en particulier par nos émissions à effet de gaz à effet de serre qui conduisent à un réchauffement de la planète. Et ces émissions sont essentiellement dues à nos comportements, à nous, dans les pays riches, au comportement des citoyens les plus riches. Mais les conséquences en termes de vie humaine sont concentrées dans les pays pauvres. Donc, le point que j'essaye de faire passer, c'est simplement on a une responsabilité. C'est pas une question de solidarité, c'est pas une question de générosité, c'est juste pollueurs-payeurs. Voilà, on devrait payer. D'abord, on devrait polluer moins. Ce serait encore plus important. Mais dans la mesure où on continue à polluer autant qu'on fait, on devrait payer simplement à hauteur des dommages qu'on impose aux pays pauvres. Alors, mais ça passe pas, cette idée. Cette idée, ça passe et ça passe pas. C'est-à-dire, ce genre d'idée, ça peut pas passer en 3 minutes. C'est pas qu'on fait un discours et qu'on convainc tout le monde. Déjà, à la dernière COP, il y a eu l'idée d'un fonds pertes et dommages. Donc, on va dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est un fonds qui est fait explicitement pour aider les pays du Sud à s'adapter et à soutenir leur population en cas de catastrophe climatique. Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent dans ce fonds. Donc, on leur avait promis 100 milliards par an. Alors, avant même ça, il y a des promesses répétées qui ont été faites aux différentes COP de 100 milliards par an qui n'ont absolument jamais été réalisées. Et dans la mesure où il y a eu un financement, c'est presque tous pour aider les pays du Sud à mitiger le changement climatique. Ce qui n'est pas... c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de les aider à s'adapter et les compenser pour le changement climatique. Et donc, mon estimation, disons, du coût de ce qu'on doit aux pays du Sud chaque année, c'est 300 milliards de dollars par an. Donc on les trouve où ? Comment ? Voilà. La question, et c'est pour ça que je fais poser la question, c'est comment on les trouve. Et l'expérience des COP répétées qui ont conduit à multiplier les engagements, mais à ne jamais les tenir, me fait penser qu'il faut un mécanisme pérenne de financement. D'où l'idée d'une taxation. Les pays de l'OCDE se sont mis d'accord pour une taxation minimale 15%. À 15% pour les grandes corporations multinationales. Il suffirait de rajouter
2 à 3% à cette taxation, de la faire passer de 15 à 18, pour dégager les sommes qui seraient à peu près dans cet ordre de grandeur, de 200 à 300 milliards. Donc là, on resterait que sur les multinationales. Voilà, juste sur les multinationales. Et c'est 3% fois ces 300 milliards. Voilà, ça a l'avantage d'être, ça aurait l'avantage d'être attaché à un mécanisme qui existe déjà, une négociation qui existe déjà, qui va se mettre en place, ou qui est en train de se mettre en place, je pense. Donc, ça ne me paraît pas forcément irréaliste de au moins mettre cette question sur le tapis. Donc ça ne concernerait pas évidemment les entreprises sur leur marché domestique, mais bien les multinationales. C'est non seulement aujourd'hui, cette taxation minimale, elle est sur les multinationales et les grandes multinationales. Et à l'OCDE, elle passe cette idée encore ou elle est sur les l'OCDE, elle passe très bien. Non, on est d'accord, je parle des 3% supplémentaires les 3%, 15. Non. Pas encore. Mais j'ai présenté une idée de ce type par exemple au conseil d'administration du FMI, et il y a une ouverture en principe, au moins le raisonnement pour travailler est compris. Voilà. Après, pour passer de l'acceptabilité d'un raisonnement à la mise en œuvre en pratique d'un outil financier, il y a beaucoup d'étapes. On est loin de les avoir. Merci beaucoup Esther Duflo pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.